Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Comme vous le savez sans doute, je suis enceinte de notre 6e enfant. J'ai déjà accouché 5 fois. Et durant cette grossesse, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais même jamais pensé à faire auparavant. J'ai demandé tous mes dossiers médicaux d'accouchement précédents. Alors, pourquoi ? C'est peut-être quelque chose qui va vous surprendre. Et comment est-ce qu'on procède ? C'est justement ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui dans un épisode assez court. Le but, c'est pas de s'étaler longuement, mais simplement peut-être de vous donner quelques idées, car c'est toujours intéressant, je trouve, d'accéder à ces dossiers médicaux. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision ? Eh bien, la première grande raison, c'est que je me suis aperçue que j'étais un peu floue sur certains de mes accouchements. Quand ma sage-femme me posait certaines questions, je n'étais pas vraiment sûre de moi. Et puis, j'ai préparé mon projet de naissance, et dans le projet de naissance, je me suis posé la question de la délivrance. La délivrance, pour ceux qui ne le savent pas, c'est lorsqu'on expulse le placenta, après avoir expulsé le bébé. Eh bien, la délivrance, elle peut être assistée ou naturelle, et j'avoue que je n'ai aucune idée, je n'avais aucune idée, pour chacun de mes accouchements, si la délivrance avait été assistée ou naturelle. Donc, je me posais beaucoup de questions. Et donc, j'ai décidé, pour clarifier tout ça, de demander ces dossiers médicaux. Alors, ces dossiers médicaux, ils m'ont appris pas mal de choses. Il y a 2 choses que je voulais regarder en particulier, et puis j'étais curieuse du reste, mais 2 choses auxquelles je voulais être particulièrement attentive. La première, disons 3 choses. La première chose, c'était pour quels accouchements j'avais eu des épisiotomies et pour lesquels j'avais eu des déchirures simples. Sachant que j'avais demandé, à partir de mon 2e accouchement, systématiquement à déchirer plutôt que d'avoir une épisiotomie. Et le problème de l'épisiotomie pendant l'accouchement, donc encore une fois, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est vrai que j'ai tendance à m'imaginer que je m'adresse forcément à des mères qui ont accouché. Pas forcément le cas, je sais qu'il y a beaucoup de papas, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément parents. Donc l'épisiotomie, c'est lorsqu'on fait une petite coupure en diagonale sur le périnée pour, en théorie, faciliter le passage du bébé. Le risque de l'épisiotomie, c'est qu'en faisant cette petite coupure, on risque une déchirure du périnée plus importante que si on avait laissé le corps fonctionner et laissé le périnée se déchirer spontanément, si même il allait se déchirer. C'est un petit peu comme si vous vouliez prendre une feuille de papier. Si vous tirez des 2 côtés de la feuille de papier, normalement, il ne va rien se passer. Si vous faites une petite déchirure sur la longueur de la feuille de papier, puis que vous tirez des 2 côtés, eh bien là, la feuille va se déchirer facilement en 2 parties. Donc c'est un petit peu le même problème avec l'épisiotomie, même si ça peut être utile dans certains cas, évidemment. Et le souci avec l'épisiotomie pendant un accouchement, c'est qu'on ne vous dit pas Madame, est-ce que je peux procéder à une épisiotomie ?» ou je vais procéder à une épisiotomie. Souvent, on vous dit juste oh, je vais juste donner un petit coup là pour faciliter le passage. Je vais juste couper un petit peu. Hop, je vais juste voilà. Et on vous dit ça de façon très vague, très floue, très masquée. On vous fait passer ça comme un petit geste anodin. On ne vous précise même pas qu'il s'agit, on ne vous donne jamais le terme technique d'épisiotomie. Et souvent, on vous dit je vais juste faciliter un peu le passage. Sans vous dire qu'en fait, on est en train de couper votre périnée quand même. Et l'accouchement, particulièrement, c'est un moment où on ne demande pas le consentement éclairé de la patiente. Normalement, aucun geste médical ne doit être pratiqué sans le consentement éclairé d'un patient. Là, on considère quelque part que la femme qui accouche est incompétente, qu'elle ne sait pas s'y prendre, qu'elle doit absolument accoucher assistée par toute une équipe médicale qui sait ce qui est le mieux pour elle. Donc on la dépossède complètement de sa propre expérience, souvent de l'accouchement. Et on applique des gestes pour tout un tas de raisons. Des gestes parfois par habitude, des gestes parfois parce qu'on a été formé il y a 20 ans et qu'on n'a pas tellement évolué. Parfois aussi dans des hôpitaux universitaires. C'est en train de disparaître, heureusement, mais
des sages-femmes m'ont raconté que dans certains hôpitaux universitaires, lorsqu'elles se sont formées, elles devaient pratiquer un certain nombre d'actes spécifiques pour valider leur stage. Ça veut dire qu'elles devaient pratiquer un certain nombre d'épisiotomies. Elles devaient pratiquer un certain nombre, j'en sais rien, tous les de versions, par exemple, enfin, tout un tas de gestes techniques, en tout cas les épisiotomies, très clairement, pour valider leur stage. Donc évidemment, ça encourage un petit peu à le faire quasi systématiquement, alors que ça n'est rarement nécessaire et que ça peut être plus nocif qu'autre chose. Donc je me posais cette question de l'épisiotomie et je me posais la question de la délivrance, de la délivrance du placenta parce que là aussi, la délivrance du placenta, ça intervient après l'accouchement lui-même, enfin après la mise au monde du bébé et pour les femmes, à partir du moment où le bébé est sorti, on a comme un rush d'hormones. On se sent bien, mais on se sent aussi planer complètement et souvent on n'est pas très alerte sur ce qui se passe autour de soi. On reçoit souvent le bébé contre soi et donc on est dans ce moment de découverte, de peau à peau, de câlin, premier regard et on est vraiment dans cet émerveillement. C'est aussi un petit peu le moment où on souffle après l'effort et là encore, on ne nous dit pas vraiment ce qui se passe au moment de la délivrance. En général, on fait une piqûre à la maman pour assister la délivrance du placenta. Donc c'est une piqûre, de syntocine, enfin d'ocytocine de synthèse, pour, accélérer la délivrance du placenta, pour être sûr que ça se passe le plus vite possible après la naissance et souvent on fait ça au moment où l'épaule du bébé, sort. Du coup, on comprend même pas ce qui se passe. Enfin, c'est au moment où on est en train de pousser, on est en train de mettre au monde notre bébé et donc on est complètement dans le flou. Et puis ensuite donc on n'est pas très attentif non plus à savoir si, l'équipe médicale tire sur le cordon pour, tirer le placenta ou pas, c'est difficile à dire. Pour tout vous dire, j'ai accouché 5 fois et je n'ai jamais vu mon placenta. Ça me paraît quelque chose de complètement dingue. Mon mari l'a vu, donc j'ai bien eu à chaque fois mon placenta dans la salle. Il m'a parlé d'un gros steak sur un plat à côté de moi. Désolée pour l'image si vous alliez passer à table. Donc lui était un petit peu bon, il a toujours du mal à l'hôpital, donc forcément c'est pas forcément évident pour lui de voir quelque chose qui, avec du sang, enfin qui est un organe en fait, hein. Je sais pas si on peut parler d'organe, mais enfin en tout cas une partie du corps humain, comme ça sortie. Mais moi je ne l'ai jamais vu, tellement j'ai toujours été en train de planer à ce moment-là. Donc voilà, pour cette grossesse-ci, j'aimerais beaucoup qu'on me montre mon placenta et qu'on me le présente, parce qu'il y a plein de parties dans le placenta et je trouve ça quand même assez unique comme occasion de pouvoir, découvrir cette partie du corps qui se développe pour filtrer les nutriments et nourrir le bébé. Je trouve ça incroyable. Bon, bref. Donc tout ça pour dire que c'était un peu ma première raison, c'était, me mettre à jour sur certains moments qui pouvaient être très flous dans mes accouchements précédents. Au niveau d'épisiotomie, de la délivrance en particulier, mais aussi au niveau du poids. Alors déjà du poids que moi-même j'avais pris pendant la grossesse, hem, parce que, bah, encore une fois, après 5 accouchements, on ne sait plus très bien combien de poids on a pris à chaque fois et donc pour me donner des points de repère pour cette grossesse-ci et puis, pour revoir ce qui était indiqué précisément sur les poids de naissance de mes enfants. Parce que je me suis aperçue que depuis au moins 2 accouchements, j'ai des idées fausses sur le poids de mes enfants. C'est-à-dire que je me suis surprise à répéter des poids qui n'étaient pas les poids de naissance réels de mes enfants et il y avait parfois des gros écarts. Faut dire que, hem, voilà, j'ai eu des bébés, plutôt gros, on va dire et je sais pas pourquoi, j'étais convaincue qu'un de mes enfants faisait 3,1 kg alors que c'était 3,7 kg. Donc je pense qu'à un moment donné, j'ai dû confondre le 1 et le 7 sur probablement sur son carnet de santé ou sur ou je ne sais pas où d'ailleurs et ça m'est resté. Donc c'est quand même un petit peu bête. Voilà, donc j'avais envie de revérifier. Je me suis dit: «Mais si je me trompe comme ça sur quelque chose d'aussi, je veux dire qu'on répète aussi souvent que le poids de naissance, est-ce que je suis vraiment au clair sur le reste de ce qui s'est passé dans mes accouchements?» Donc voilà ce qui m'intéressait dans, ces dossiers médicaux. Sauf que je n'ai pas seulement demandé le courrier de sortie de l'accouchement, j'ai vraiment demandé, parce que j'étais curieuse, en gros, tout ce qui avait trait à l'accouchement. Donc ce qui avait trait, à l'anesthésie, ce qui avait trait
à l'accueil en salle de travail et cetera, les examens qu'on m'a fait à ce moment-là. On fait souvent une prise de sang, et aussi sur le suivi ensuite en maternité avec les soins, les premiers soins du bébé. Donc j'ai demandé tout ça et je vous avoue que ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que c'était particulièrement intéressant de relire le suivi des soins après la naissance en maternité. Une fois qu'on est, dans sa chambre de maternité et cetera. Parce qu'on découvre le point de vue des soignants et ça c'est assez intéressant. Hem, Ça me fait penser aussi que, j'espérais trouver une trace. Bon, je sais pas trop ce que j'espérais trouver parce qu'évidemment, c'est pas forcément quelque chose qu'on met comme ça, mais pour l'un de mes accouchements, j'ai subi ce qu'on peut appeler un point du mari. Alors ou bien par incompétence, alors on dit quand même de la sage-femme, mais c'était un homme en l'occurrence. Est-ce que c'était par incompétence? Est-ce que c'était par, intention délibérée? Un point du mari, c'est quand on recoue le périnée trop serré. On rajoute un petit point et on appelle ça le point du mari en se disant que ça procurera davantage de plaisir au mari pendant les rapports sexuels. Vous voyez la finesse du truc. Donc ça, c'est quand c'est délibéré, peut-être qu'il était juste incompétent. En tout cas, tout ça pour vous dire que ce point du mari m'a valu, des douleurs pendant 3 ans, jusqu'à l'accouchement qui a suivi. Parce qu'il y avait rien à faire, en fait. C'était douloureux. C'est resté douloureux pendant 3 ans. Donc heureusement que ça n'était pas mon dernier enfant, parce que ça aurait pu rester douloureux toute ma vie, en particulier pendant les rapports. Donc vous imaginez comment bousiller la vie de couple de quelqu'un. Donc bref, je voulais savoir s'il y avait le nombre de points qui était indiqué, si, hem, je sais pas, honnêtement, il y avait peu de chances qu'il y ait quoi que ce soit. Effectivement, il y avait rien. Mais pour ce genre de choses, voilà, j'avais envie d'en savoir un petit peu plus. Et donc pour le suivi de naissance ensuite, c'était très intéressant aussi. Je vais vous donner un exemple. Avec un de mes enfants, je vais vous raconter mon côté de l'histoire et je vais vous raconter ce qui était écrit dans le dossier médical. Mon côté de l'histoire, c'est que c'est un enfant qui faisait 4,3 kg à la naissance. Et donc, j'avais prévu d'allaiter. C'était notre troisième enfant. J'avais déjà fait 2 allaitements sans difficulté. Et donc, mise au sein juste après la naissance, avec le colostrum, tout ça, pas de souci. Et peu de temps après, est-ce que c'était la nuit même ou le lendemain matin? Je ne sais plus exactement, je crois que c'était la nuit. Hem, une sage-femme ou une puéricultrice ou je ne sais pas, je ne sais plus qui est venue me voir comment ça se passait, je pense que c'était une sage-femme et a commencé à me mettre la pression en me disant des choses comme: «Un bébé de 4,3 kg, de toute façon, vous ne pourrez pas le nourrir». Alors ça me paraissait évidemment stupide parce que pas parce qu'un bébé fait 4,3 kg que l'allaitement va pas fonctionner, enfin, que ça va pas lui suffire l'allaitement. Mais vraiment elle m'a mis la pression et elle trouvait qu'il buvait pas assez, le colostrum, et elle m'a dit: «Les bébés de 4,3 kg, ils perdent beaucoup de poids, enfin les gros bébés comme ça, ils perdent beaucoup de poids. De toute façon, les bébés macrosomes, on peut pas les allaiter complètement, exclusivement, il faut compléter». Et elle m'a vraiment mis dans la main un biberon de complément. Donc le complément, c'est du lait maternisé. C'est pas du lait maternel, hein, qui aurait été tiré quelque part. Non, c'est vraiment du lait maternisé et je m'en veux un peu. Bon, c'est pas bien grave, mais ça m'agace d'avoir été aussi influençable. Je me suis laissée faire, comme beaucoup de femmes qui se laissent faire par un corps professionnel médical qui joue de son pouvoir justement de professionnel. Donc je lui ai donné ce complément. Sauf que, ça devait être un soir, je pense, parce que toute la nuit qui a suivi, il a été malade et il avait énormément de gaz. Donc j'essayais de lui faire des petits massages sur le ventre, d'enrouler un peu ses jambes, sur lui et de faire des petits massages comme ça avec ses jambes. Mais il a pleuré toute la nuit et il avait mal et je voyais bien que c'était digestif puisqu'il avait tous ces gaz. Donc clairement, il avait très mal digéré le biberon de complément. Sauf que le lendemain, la même dame est revenue voir comment ça s'était passé. Je lui explique que voilà, que ça lui convient pas du tout et que stop, on va arrêter les compléments. Et elle s'est un peu fichue de moi, en fait. Elle m'a dit: «Mais non, mais c'est pas du tout un problème» et elle m'a laissé dans la chambre 3 ou 4 biberons de compléments, histoire de bien me mettre la pression pour m'encourager à lui donner ces compléments. Et je lui dis que non, non, je refusais de lui en donner d'autres parce que clairement, il ne le digérait pas bien et qu'on allait rester sur, le colostrum et le lait qui allait monter évidemment,
dans mes seins. Eh bien, sur le dossier médical, ce qui est écrit, c'est que c'est moi qui aurais insisté pour avoir un complément parce que je trouvais qu'il n'avait pas assez avec le colostrum, ce qui est absurde parce qu'un bébé a tout ce qu'il faut avec le colostrum. C'est quelque chose qui est très très riche, c'est ce qu'il y a avant le lait, avant la production de lait, mais c'est très très enrichi. Nutritivement, ça a une valeur nutritionnelle de dingue par rapport au lait qui suit. Et elle écrit que le lendemain, maman dit que le bébé a mal plus et refuse les autres compléments. Et il est écrit maman assez impérative dans ses souhaits. Et j'ai trouvé ça génial. Et je trouve que ça montre bien que quand on ne se laisse pas faire, quand on affirme ses droits, c'était quand même mon droit le plus strict de décider de ce que j'allais donner à manger à ce bébé, sans le mettre en danger, il n'y avait aucun danger pour lui. Eh ben, on est considéré comme assez impératif dans ses souhaits. En gros, une maman dragon qui est pénible. Donc j'étais, pardonnez-moi l'expression, bouchez les oreilles de vos enfants si vous m'écoutez, mais j'étais la chieuse de service, clairement. Et donc c'est passionnant de voir comment l'histoire est réécrite d'un côté ou de l'autre. Et de se dire que, voilà, cette soignante, elle a elle m'a mis une pression vraiment de dingue et ça, c'est pas un souvenir inventé puisque, j'en avais parlé à mon mari à ce moment-là. On est donc tous les 2 à s'en souvenir et comment elle-même a tourné ça sur les comptes rendus de suivi. Bon, bref. Tout ça pour vous dire qu'on apprend plein de choses en consultant ces dossiers médicaux d'accouchement et de suivi ensuite. Et encore, moi, j'ai eu 5 accouchements, j'ai envie de dire assez classiques. Je vous en reparlerai sûrement quand j'aurai mon 6e accouchement, sans doute. Je vous parlerai de mes différents accouchements, de ce que j'ai apprécié, de ce que j'ai moins apprécié, de ce qui s'est très bien passé, de ce qui s'est très mal passé. Mais j'ai eu des accouchements par voie basse, hem, 2 avec péridurale, 3 sans péridurale, voilà, globalement des choses très, 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 très classiques. Et pourtant, c'était intéressant. Donc imaginez si en plus vous avez eu un accouchement, par césarienne, si le bébé se présentait par le siège ou toutes sortes de choses, s'il y a eu une dystocie des épaules, enfin je sais pas. Comme ça peut être intéressant et important, je pense, de consulter ces dossiers médicaux. Alors petite précision, ça nécessite un peu de décodage. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ils écrivent tout en abrégé. Quand on est, heu, en train d'assister à l'accouchement d'une femme, bah, on écrit les choses avec des abréviations médicales. Heureusement, il y a internet et donc vous allez pouvoir retrouver la signification de la plupart de ces abréviations. Je vous en donne quelques-unes. AVB, c'est un accouchement par voie basse. AVAC, c'est un accouchement vaginal après césarienne. Moi, j'avais ANOP. C'est un accouchement naturel avec présentation occipito-pubienne. En fait, ça veut dire, un accouchement par voie basse où le bébé se présente bien, avec la tête tournée vers le pubis. Si c'est dans l'autre sens, ça peut être un peu plus embêtant. Vous avez les petits signes, homme-femme, vous savez, le rond avec la croix ou le rond avec la flèche pour indiquer si c'est un garçon ou une fille. PN pour le poids de naissance. TV pour toucher vaginal. SN pour salle de naissance. ANT, accouchement naturel à terme. Voilà, donc vous allez retrouver ce genre d'abréviation. Internet est votre ami. Vous pouvez aussi choisir de consulter ce dossier à l'hôpital où quelqu'un va vous accompagner justement pour décrypter tout ça avec vous. Mais ça, c'est si vous pouvez vous déplacer. Alors comment faire? En ce qui me concerne, moi j'avais accouché dans 3 hôpitaux différents grâce à nos multiples déménagements, donc 3 sources de dossiers différents. Honnêtement, le plus simple, c'est d'appeler l'accueil, tout simplement, le secrétariat. Et eux-mêmes vont vous renvoyer vers le service concerné qui va vous expliquer la démarche. Parce que la démarche est différente suivant les hôpitaux. Mais en général, vous avez un formulaire à remplir qui n'est pas le même suivant les hôpitaux. Et vous devez renvoyer ça, alors par mail ou par formulaire de contact, etc., avec une copie de votre carte d'identité. C'est tout. Hem, il faut savoir que c'est un droit de consulter son dossier médical, quel que soit le dossier médical. Et que c'est gratuit si c'est votre première demande. Si vous demandez à nouveau la même chose, là, on vous le fera payer. On fera payer les photocopies et l'envoi. Mais donc là, c'est gratuit et on vous l'envoie par la poste, tout simplement, sauf si vous préférez venir consulter le dossier directement à l'hôpital. Sachez aussi que l'hôpital a un délai de 2 mois de réflexion si jamais votre dossier a plus de 5 ans. Donc,
prenez-vous-y avec un peu d'avance si vous voulez, par exemple comme moi, avoir ces dossiers avant un accouchement. Hem, Ça peut prendre un petit peu de temps parce qu'il faut compter l'envoi encore derrière. Mais en tout cas, sachez que ça se fait très bien et que c'est très, très, très intéressant de revenir sur cette expérience, forte et riche d'un accouchement. Voilà. Alors j'espère vous avoir donné quelques idées. Peut-être que ça va vous inspirer pour demander votre propre dossier. Je trouve que c'est intéressant et je vous parle de ça dans le contexte de l'accouchement, mais c'est intéressant aussi pour, une opération ou pour d'autres choses, où on n'a pas toujours le courrier de sortie, qui est parfois envoyé uniquement à notre médecin traitant. Moi, je me suis aperçue que je n'avais pas tous les courriers de sortie de mes accouchements, par exemple. J'en avais quelques-uns, je devais en avoir, 2 ou 3 sur 5, mais donc je ne les avais pas tous et là, ça vous permet de tout récupérer. Donc c'est quand même assez intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Votre petite sourisette, Anne-Laure.